Ma femme s'est laissée emporter par le féminisme en ligne et m'a rétrogradé au rang de colocataire payeur de factures. Alors, j'ai pris du recul et ce qui s'est passé ensuite l'a laissé sans voix. Moi, Paul, 34 ans, je me souviens parfaitement du moment où ces mots sont sortis de la bouche de Camille. Camille, 32 ans, m'a dit « Pas ce soir, ni aucun autre soir ». La finalité dans sa voix m'a glacé le sang. La finalité. Nous étions mariés depuis 6 ans. Oui, tout n'était pas parfait ces derniers temps, mais je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi définitif concernant notre vie intime. Quelques éléments de contexte, je suis responsable marketing dans une entreprise technologique de taille moyenne en banlieue de Lyon. Ce n'est rien d'extraordinaire, mais ça paie les factures et j'ai progressivement gravi les échelons. J'y travaille depuis 8 ans. J'ai rencontré Camille à la fac en 3e année. Elle étudiait de la psychologie, moi le commerce. Le courant est tout de suite passé. On était tous les deux ambitieux mais terre à terre. On est sortis ensemble 3 ans avant de se marier lors d'une cérémonie simple avec une petite centaine de proches. Camille était consultante RH, elle gagnait bien sa vie. Nous avons acheté une maison de 3 chambres dans une jolie banlieue de Lyon il y a 4 ans. Pas d'enfants, on voulait d'abord se concentrer sur nos carrières. J'ai toujours pensé qu'on formait un bon couple. On contribuait tous les deux à la maison, on partait 2 fois par an en vacances, 1 fois à la plage et 1 fois voir la famille. On avait un cercle d'amis, couple stable. C'était une vie assez normale, rien d'exceptionnel mais stable et confortable. Du moins, c'est ce que je croyais. Ce soir-là avait commencé comme tous les autres. Je suis rentré du travail épuisé après 10 heures à gérer des clients difficiles et une présentation qui ne s'était pas passée comme prévu. J'avais hâte de voir Camille de commander à manger, de regarder un film comme le font les couples. Dès que je suis entré, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Elle était assise à l'îlot de la cuisine scotchée à son téléphone avec une intensité étrange. On a dîné en parlant de banalité, les histoires de ses collègues, mon délai de projet, la routine. Puis on est allé au salon. Elle continuait de faire défiler son écran sûrement sur l'un de ses comptes Instagram féministes, dont elle était devenue accro ces derniers temps, pendant que je regardais n'importe quoi à la télé. Quand je me suis penché pour embrasser sa nuque, un geste qui la faisait sourire, autrefois, elle s'est brusquement éloignée, comme si je l'avais attaquée. « Ne fais pas ça », m'a-t-elle dit, sans même lever les yeux de son écran. « Je ne suis pas d'humeur. »« Tu n'es plus d'humeur depuis des semaines », ai-je répondu, en essayant de ne pas paraître frustré même si je l'étais totalement. « Est-ce que tout va bien ?» Là, elle a posé son téléphone, m'a regardé droit dans les yeux avec une froideur que je ne lui connaissais pas et a prononcé ces mots qui m'ont anéanti. « Pas ce soir, ni aucun autre soir. » J'ai fini avec cette partie de notre relation. Mon esprit s'est emballé. J'étais la bouche bée, incapable de répondre. Comment réagir quand quelqu'un met fin à l'intimité physique dans un couple sans explication, sans discussion, juste une décision unilatérale qui nous affecte tous les deux? Que veux-tu dire exactement? Ai-je fini par demander, espérant avoir mal compris. Exactement ce que j'ai dit, a-t-elle continué sa voix étrangement calme, comme si elle expliquait quelque chose à un enfant. Je suis à l'aise avec notre vie, la maison, nos amis, la stabilité, mais je ne veux plus de relations physiques, ni avec toi, ni avec aucun homme. Je lis beaucoup sur la façon dont les femmes sont conditionnées à donner de l'affection physique aux hommes. J'ai décidé de ne plus participer à cette attente patriarcale. Tu peux l'accepter ou pas, c'est ton choix. Elle s'était plongée dans ce féminisme radical en ligne, mais je n'aurais jamais cru que cela toucherait notre mariage. J'étais complètement pris de court. Donc, tu décides toute seule que notre mariage n'inclut plus d'intimité sans discussion? Ai-je demandé, essayant de comprendre. Je n'ai pas besoin de ta permission pour poser des limites avec mon propre corps, m'a-t-elle répondu avec ce ton que je reconnaissais, celui qu'elle prenait quand elle citait ses groupes en ligne. Le fait que tu penses que cela demande une discussion montre à quel point les hommes se sentent propriétaires du corps des femmes. Je me suis affalé sonner. Camille, il ne s'agit pas de possession. Il s'agit de notre couple de connexion d'intimité entre 2 personnes censées s'aimer. L'amour ne veut pas dire que je dois faire des choses dont je n'ai plus envie, a-t-elle rétorqué. Quand est-ce que ça a changé? Quand as-tu arrêté de vouloir être avec moi de cette façon? Ai-je demandé vraiment perdu? Il y a 2 mois, tout semblait normal.
Elle a haussé les épaules. Ça faisait un moment que ça montait. J'ai juste trouvé le courage de le dire, au lieu de faire semblant pour te faire plaisir. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé. Pas parce qu'elle me l'a demandé, mais parce que je ne pouvais pas dormir à côté de quelqu'un qui venait de briser tout ce que je croyais de notre relation. Les jours suivants étaient bizarres. On continuait à vivre ensemble, à manger ensemble, à regarder la télé ensemble, mais un mur invisible s'était dressé entre nous. Elle agissait comme si sa déclaration était aussi banale que de vouloir changer de supermarché, pas comme si elle venait de bouleverser tout notre mariage. 3 jours après, au petit déjeuner, j'ai tenté de lui proposer une thérapie de couple. J'ai trouvé un thérapeute bien noté. Je pense qu'on devrait parler à quelqu'un de ce qu'il se passe. On n'a pas besoin de thérapie, a-t-elle répondu agacée en levant les yeux au ciel. Il n'y a rien qui cloche chez moi, et je ne vais pas être forcé à une intimité physique que je ne veux pas juste parce que la société latine se... Peut-être que tu devrais faire une thérapie pour ta dépendance à la validation féminine. Mon Dieu. Bien sûr, elle avait raison sur le fait qu'on ne force pas. Je ne ferai jamais ça. Mais son refus total de discuter de ce changement soudain me donnait la sensation de vivre avec une étrangère portant le visage de ma femme. Tout ce que je disais était retourné contre moi comme si j'étais un oppresseur. Le soir, de mon côté du lit, je m'étais réinstallé dans notre chambre, décidé à ne pas être viré de chez moi. Je regardais le plafond, me demandant comment j'avais pu rater la lente dégradation de notre lien. Est-ce que j'étais trop absorbé par le travail pour voir qu'elle s'éloignait, ou bien cachait-elle ses sentiments jusqu'à atteindre un point de rupture que je n'ai pas vu venir? J'ai repassé notre histoire récente, cherchant des signes. Oui, notre vie sexuelle avait ralenti l'an dernier, mais c'est normal après 6 ans de mariage et 2 carrières exigeantes. On sortait encore, on se tenait la main devant un film, on se disait « je t'aime » avant de dormir. Du moins, jusqu'à récemment. Une chose est devenue claire très vite, j'étais dans un mariage où je n'étais ni désiré ni nécessaire en rien d'important. J'étais juste pratique là pour payer les factures pour les dîners entre amis, pour donner l'image du couple parfait. Juste un homme de plus à pointer du doigt quand elle parlait à ses nouvelles connaissances de ses limites. J'ai essayé une dernière fois de comprendre un samedi matin quand on était tous les deux à la maison. « Camille, j'essaie de respecter tes sentiments, mais j'ai besoin de comprendre ce qu'il se passe. J'ai fait quelque chose de mal. Je peux changer quelque chose? » Elle a soupiré excédée, comme si ma question était la pire corvée du monde. Voilà le problème avec les hommes. Vous pensez que tout tourne autour de vous. C'est mon parcours à moi, mon autonomie. Le fait que tu ramènes ça à toi prouve mon point. Mais on est mariés, ai-je dit, la frustration montant. Tes choix m'affectent aussi. Et alors? Tu crois que ton droit à mon corps passe avant mon droit de le contrôler? Voilà pourquoi le patriarcat existe encore, parce que les hommes comme toi ne supportent pas que les femmes fassent leurs propres choix. Je suis parti de cette conversation complètement désespéré. Aucun terrain d'entente possible. Elle avait créé un récit où le moindre désaccord confirmait sa vision du monde sur les hommes oppressifs. 2 semaines après sa déclaration, je me retrouvais dans ma voiture devant la maison, incapable de rentrer. Qu'est-ce qui m'attendait là-bas? Une nouvelle soirée de cohabitation polie avec quelqu'un qui avait changé les règles sans prévenir. Un autre sermon sur le fait que je suis le problème parce que j'attends de la connexion dans mon mariage. C'est là que j'ai compris que j'avais le choix. Je pouvais continuer à vivre dans ce désert émotionnel, à espérer une pluie qui ne viendrait jamais, ou je pouvais rediriger mon énergie vers quelque chose ou quelqu'un qui m'offrirait au moins une chance d'épanouissement. En rentrant, un plan a commencé à germer. Pas une vengeance ou un clash du moins, pas tout de suite, mais quelque chose de plus fort, une redirection complète de mon énergie de vie. Si elle m'avait quitté sans partir physiquement, peut-être que je pouvais faire pareil? J'ai commencé par de petits changements. Je mettais mon réveil à 5h30, 1h avant qu'elle se lève. Ces matins calmes sont vite devenus sacrés. Un temps rien qu'à moi, sans ses regards critiques ni ses piques passives. J'ai commencé par 20 minutes de méditation, ce que je trouvais inutile avant avec mon emploi du temps. À ma surprise, ce moment de silence m'a aidé à vider mon esprit des pensées sur mon mariage en ruine. Ensuite, un peu d'exercice. Rien d'intense, pompe abdos, petit footing dans le quartier.
Quand elle sortait de la chambre, j'étais déjà douché, habillé, prêt à attaquer la journée. « Tu te lèves tôt », m'a-t-elle lancé au 3e jour, me trouvant à lire mon café à la main à la table de la cuisine. L'agacement dans sa voix était évident. Elle avait l'habitude de me voir à moitié endormi pendant qu'elle régnait sur le matin. « Je change 2 ou 3 choses », ai-je répondu, sans en dire plus. Elle n'a pas cherché à en savoir plus, c'est juste fendu d'un commentaire sur la masculinité toxique et la culture du sport que j'ai fait mine de ne pas entendre. La 2e semaine, je me suis inscrit à une salle de sport près du bureau. Plutôt que de rentrer vite dans une ambiance pesante, je passais 1 heure à m'entraîner. L'effort physique est devenu ma thérapie. À chaque série, je laissais partir un peu de rancœur et d'apitoiement. J'ai recommencé à imaginer un avenir où Camille n'était plus le centre de mon univers. J'ai aussi repris contact avec d'anciens amis que j'avais délaissés pendant mon mariage. Des types que Camille n'aimait pas, trop masculins, trop problématiques. Rien de dramatique, juste quelques déjeuners ou cafés après le travail. Je faisais attention à ne pas parler de mon couple. Ces rencontres n'étaient pas là pour me plaindre ou dénigrer ma femme, juste pour reconstruire des liens qui n'avaient rien à voir avec mon identité de mari d'une femme devenue hostile. Et j'ai réalisé que beaucoup d'autres gars vivaient des situations similaires, même si ce n'était jamais exactement la même chose. Des épouses ou compagnes qui étaient devenues critiques, toujours à relever le moindre défaut du comportement masculin, tout en attendant que le soutien financier et émotionnel continue. Mon pote Guillaume, 36 ans, galérait avec une copine qui, du jour au lendemain, trouvait ses jeux vidéo problématiques alors qu'elle savait depuis 3 ans que c'était son principal moyen de décompresser. Julien, un ami de la fac 35 ans, ne pouvait rien poster sur les réseaux sans que sa femme ne vienne corriger publiquement sa façon de penser sur tel ou tel sujet. C'est comme si elle voulait qu'on soit à la fois devin et punching balls, m'a dit Guillaume lors d'un déjeuner. « Tu ne peux pas gagner. » Cette phrase m'a marqué. Tu ne peux pas gagner. Pas si tu continues à jouer à des règles qui changent sans cesse et auxquelles tu n'as jamais participé. Peut-être qu'il fallait arrêter de jouer tout simplement et inventer ses propres règles. J'ai commencé à mettre de l'argent de côté sur un compte séparé auquel Camille n'avait pas accès. Rien qui mette en péril nos finances communes, juste une redirection de mes dépenses perso, histoire de me constituer un matelas. Rien que ça m'a redonné un peu de contrôle, là où je me sentais de plus en plus impuissant. 1 mois après avoir changé de cap, je me suis regardé dans la glace et j'ai à peine reconnu mon reflet. Les entraînements quotidiens avaient remodelé mon corps. Épaules plus larges, ventre plus plat. Ma posture s'était redressée et la tension qui me nouait les épaules depuis des mois s'était envolée. Mais le plus marquant, c'était mon regard. Il était concentré, vivant, comme il ne l'avait plus été depuis la déclaration de Camille. J'ai renouvelé ma garde-robe. Rien de tape à l'œil ou de ridicule, juste des vêtements ajustés qui mettaient en valeur ma nouvelle silhouette et affichaient de la confiance. Lors d'un dîner avec des amis plusieurs, m'ont dit que j'avais bonne mine. « Tu as perdu du poids ?» Non, a demandé Sophie, une amie, au cours d'un dîner. « Je prends juste plus soin de moi », ai-je répondu en souriant. Camille l'a remarqué aussi, même si elle a tenté de masquer son intérêt par une pique. « Cette chemise n'est pas un peu serrée », a-t-elle lancé un matin. « On dirait que tu fais trop d'efforts. » Vraiment la crise de la quarantaine. J'ai juste souri sans répondre, ce qui l'a agacé encore plus. J'ai aussi revu ma gestion financière. On avait toujours des comptes séparés en plus du compte commun pour la maison. Je continuais à payer ma part, mais mes dépenses perso, comme le voyage coûteux au Costa Rica pour une retraite féminine que Camille laissait entendre pour notre anniversaire, cet argent est parti sur un compte épargne à bon rendement à mon nom seul. J'ai aussi investi dans un atelier photo, une passion que j'avais abandonnée des années plus tôt après que Camille s'était plaint du temps que ça me prenait. Ironique vu sa position aujourd'hui. La photo m'a poussé dehors les week-ends à marcher pour capter les paysages à l'aube, quand la lumière est parfaite. Ces sorties en solo sont devenues une autre forme de méditation pour moi. Derrière l'objectif à composer chaque image, j'atteignais un état de flow où tout le reste disparaissait. J'ai investi dans du bon matériel, rien de délirant, un réflexe, et 2 objectifs de qualité. Mes premiers essais étaient amateurs, mais j'ai regardé des tutos. Je me suis entraîné. Rapidement, j'ai commencé à sortir des images dont j'étais fier. Paysages de montagne baignés de lumière matinale,
Gros plan sur la givre des feuilles de nuages d'orage au-dessus des champs. Je me suis mis à poster mes photos en ligne, à échanger avec d'autres photographes, à me constituer une petite communauté qui appréciait mon regard. Certaines de mes photos ont même commencé à se vendre en tirage sur Internet, générant un revenu d'appoint que je mettais directement sur mon compte séparé. Où tu vas si tôt les samedis, a-t-elle fini par demander après quelques semaines de cette nouvelle routine. Dans sa voix, l'exigence était claire. Elle avait l'habitude que je sois là disponible. Je fais des photos, ai-je répondu simplement. Depuis quand tu t'intéresses à l'embêter à la photo, le ton accusateur, comme si j'avais besoin de sa permission pour avoir des hobbies. J'ai toujours aimé ça. Je n'avais juste pas eu le temps d'y consacrer de l'énergie jusque-là. Son expression montrait qu'elle voulait en savoir plus, mais elle ne savait pas comment demander. Ou peut-être ne voulait-elle pas montrer trop d'intérêt pour ma vie maintenant qu'elle s'en était tant éloignée. J'avais besoin d'aide pour des trucs à la maison le week-end dernier, mais tu n'étais pas là, a-t-elle râlé. Classique, aucun intérêt pour ce qui me concerne, juste quand ça l'arrange. Tu pouvais m'envoyer un message, ai-je répondu calmement. Le téléphone passe même en montagne. Je ne devrais pas avoir à envoyer un texto à mon propre mari pour avoir de l'aide, a-t-elle lâché. J'ai juste haussé les épaules. Les choses changent. Ces deux mots sont restés en suspens et j'ai vu passer quelque chose dans ses yeux. Le premier signe qu'elle réalisait, peut-être que ses décisions pouvaient avoir des conséquences inattendues. Au travail, mon regain de forme a payé. J'abordais les projets avec une clarté et une confiance qui avaient disparu pendant des mois de galère conjugale. Mon chef François, 45 ans, l'a remarqué. Continue comme ça, m'a-t-il dit après que j'ai décroché un gros client hésitant. Tu es en feu en ce moment. Ce compliment m'a fait plus d'effet qu'il n'aurait dû. Après des mois à me sentir indésirable à la maison, la reconnaissance professionnelle comblait un peu le vide, pas totalement, mais assez pour avancer. J'ai accepté des projets qui demandaient de voyager, ce que j'évitais avant pour passer du temps avec Camille. 3 jours à Paris, pour une conférence, 1 semaine de formation à Marseille, un rendez-vous client à Lille. Chaque déplacement était une bouffée d'air. Des chambres d'hôtel où je pouvais m'étaler sans jugement, des repas sans remarque sur mes choix, des conversations où chaque interaction n'était pas vue à travers un prisme idéologique. Lors de mon voyage à Marseille, j'ai revu Antoine, un vieil ami de la fac installé là-bas depuis des années. On a fait une randonnée, j'ai pris certaines de mes plus belles photos. Je les ai postées, mon nombre d'abonnés a grimpé. J'ai vendu 3 tirages en 1 semaine. Tu pourrais vraiment en faire un vrai business, m'a dit Antoine, assis à un belvédère. Tu as un vrai regard. Son encouragement a planté une graine dans mon esprit. Et si la photo n'était pas juste une échappatoire? Et si ça pouvait devenir un chemin vers un nouvel avenir? 3 mois après mon virage, je dormais mieux. J'avais meilleure mine, je performais mieux partout sauf dans mon couple, qui n'était plus qu'une coquille vide d'interactions formelles, de vie parallèle. L'ironie ne m'échappait pas. En retirant son affection, Camille m'avait poussé à devenir la meilleure version de moi-même, comme si l'univers compensait à sa manière. Ce que Camille ignorait, c'est que j'avais ouvert un autre compte courant et que j'y faisais virer 50% de mon salaire, prime comprise. L'autre moitié suffisait largement à payer ma part des charges. Je bâtissais mon fonds d'évasion euro après euro. Pas pour partir tout de suite. Je voulais voir jusqu'où ça irait. Un soir, alors que je partais à une rencontre photo, elle m'a posé une question inattendue. « Tu vois quelqu'un d'autre? » Le culot dans sa voix était incroyable. Elle pouvait mettre fin à notre intimité, mais exigeait l'exclusivité de mon temps et de mon attention. J'ai marqué une pause sac de photos à l'épaule. Non, ai-je répondu honnêtement. Pourquoi tu demandes? Tu as changé, a-t-elle dit sur un ton que je ne reconnaissais pas. Tu n'es presque plus à la maison. L'hypocrisie de son inquiétude m'a presque fait rire. Je redirige juste mon énergie vers des choses qui me nourrissent. Ai-je répondu, reprenant son propre discours. Ce n'est pas ce que tu fais aussi. Ce n'est pas pareil, a-t-elle rétorqué clairement agacée, que j'utilise sa logique contre elle. J'ai fait un choix pour mon corps et mon autonomie. Et moi, je fais des choix pour mon temps et mes intérêts, ai-je répliqué. Ça me paraît équitable. Donc tu me punis, a-t-elle demandé, la voix un peu plus forte. Pas du tout. Je m'adapte à notre nouvelle réalité. Tu as posé une limite, je la respecte. Je pose les miennes. Elle n'a rien répondu et je suis parti sans attendre. Sur la route,
j'ai compris que quelque chose avait changé. Pour la première fois depuis sa déclaration, je n'espérais plus qu'elle change d'avis. J'étais trop occupé à construire une vie qui ne tournait plus autour de son approbation ou de son affection. J'ai retrouvé mon groupe photo dans un parc pour une session de nuit. Parmi eux, il y avait Mathieu qui bosse pour un magazine local. « Tes photos sont super », m'a-t-il dit en regardant mes derniers clichés sur mon appareil. On cherche toujours des talents locaux pour notre rubrique nature. Ça t'intéresserait d'en soumettre quelques-unes? Juste comme ça, une nouvelle porte s'est ouverte. Quand je suis rentré, Camille était déjà couchée, sûrement agacée que je ne sois pas là pour écouter ses plaintes sur ses collègues ou le patriarcat. Je m'en foutais. J'avais mieux à faire. Le tournant est venu lors d'un séminaire d'entreprise 6 mois après avoir changé de cap. Mon équipe s'était réunie dans un centre de séminaire au bord du lac d'Annecy pour un week-end de travail et de cohésion. Après une journée productive, on s'est retrouvés autour du feu à partager des histoires sous les étoiles. Ma collègue Chloé, 29 ans, arrivée 3 mois plus tôt, s'est assise à côté de moi. Chloé était tout l'opposé de Camille. Chaleureuse, à l'écoute, vraiment intéressée par la vie des autres. Tu sais, quand je suis arrivé, tout le monde m'a dit que j'avais de la chance de bosser avec toi, m'a-t-elle confié à voix basse. Ah bon, pourquoi ai-je demandé sincèrement curieux? Ils m'ont dit que tu avais complètement transformé le service, mais aussi que tu avais beaucoup changé personnellement ces derniers mois. Elle a hésité puis ajouté, « Ils ont dit que tu étais devenu renfermé, presque triste. Je ne reconnais pas cette personne. » J'ai regardé les flammes cherchant mes mots. Disons que j'ai traversé des moments compliqués et que j'ai décidé de me concentrer sur ce que je peux maîtriser. Elle a hoché la tête compréhensive. « Eh bien, quoi que tu aies fait, ça marche. Tu es vraiment à ta place maintenant. » Au fil de la soirée, je me suis surpris à me détendre, comme ça ne m'était pas arrivé depuis longtemps. Chloé était brillante, pleine d'humour, toujours à l'écoute. On a découvert qu'on partageait la passion de la photo et de la randonnée. Elle semblait vraiment impressionnée quand je lui ai montré mes clichés sur mon téléphone. « C'est magnifique », a-t-elle dit en se penchant pour faire défiler la galerie. « Tu as un vrai talent. Tu as pensé à exposer. » En fait, je viens de vendre mes premiers tirages en ligne et un magazine local s'y intéresse, ai-je répondu, étonné de voir à quel point ça me faisait du bien de partager cette partie de ma vie avec quelqu'un qui s'y intéressait. C'est génial. J'aimerais vraiment voir plus de ton travail. A-t-elle souri? Et son regard m'a rappelé que ça faisait longtemps que personne ne m'avait regardé avec autant d'admiration au lieu de critique. La chaleur de son épaule contre la mienne m'a traversé comme un choc, un rappel cruel du manque de contact physique depuis si longtemps. Je me suis discrètement décalé, gêné par ma propre réaction. Malgré la situation avec Camille, je ne voulais pas être ce type qui commence autre chose avant d'avoir fini le précédent. Plus tard, alors que le groupe regagnait les chambres, Chloé a marché à mes côtés sur le sentier. « On fait une rando à l'aube demain avant la réunion », m'a-t-elle proposé. « Parfait pour tes photos de paysage. » J'ai accepté. Et le lendemain matin, je me retrouvais sur une crête avec Chloé et 2 collègues à photographier le lever de soleil sur les montagnes. J'ai pris des dizaines de clichés, mais mon objectif revenait sans cesse sur le profil de Chloé devant l'horizon. Chloé représentait tout ce qui me manquait, l'intérêt sincère, le respect, la vraie conversation, pas des sermons. Mais je savais que je devais régler la situation avec Camille avant d'envisager autre chose. De retour à la maison le dimanche soir, Camille était dans la cuisine en train de préparer le dîner, une première depuis des mois. Le timing était louche. Alors ce séminaire, m'a-t-elle demandé soudain attentive. Productif, ai-je répondu en posant mon sac. On a finalisé la stratégie pour le trimestre. Elle a hoché la tête, puis ajouté « J'ai vu les photos que tu as postées. Magnifique endroit. » Oui, ai-je dit intrigué par ce soudain intérêt. La femme sur certaines photos, elle est dans ton équipe. La question m'a pris de court. Je n'avais pas remarqué que Chloé apparaissait sur autant de photos. C'est Chloé, notre nouvelle spécialiste marketing, ai-je répondu neutre? Elle est très jolie à observer Camille, les yeux rivés sur moi. Ce comportement territorial était gonflé venant de quelqu'un qui m'avait explicitement rejeté. Je n'ai pas fait attention, ai-je menti, me sentant bizarrement sur la défensive. Vraiment? Tu as pris au moins une douzaine de photos où elle est? Tu n'as pas pu passer à côté? Le ton accusateur était évident. J'ai choisi mes mots. Elle était dans le cadre lors des activités de groupe. Pourquoi? Quoi tu demandes? Tu as été clair sur le fait que certains aspects
de notre relation sont terminées. Tu n'as pas à décider avec qui je travaille. Elle s'est retournée vers la cuisinière agacée que je n'explique rien de plus. Juste curieuse de tes collègues, c'est tout. J'ai le droit de savoir avec qui mon mari passe du temps. C'est là que j'ai décidé d'accélérer mon plan de sortie. L'asymétrie de ses attentes était devenue insupportable. La semaine suivante a apporté d'autres surprises. Camille a recommencé à me parler, à me demander comment s'était passée ma journée, à proposer qu'on regarde la télé ensemble. Elle a fait à manger plusieurs fois, sans saupoudrer la conversation de ses habituels discours idéologiques. C'était comme de vivre avec une autre femme, ou plutôt avec celle que j'avais épousée avant qu'elle ne devienne une étrangère. Je savais ce qui se passait. Elle essayait de reprendre le contrôle de me ramener en orbite, maintenant qu'elle sentait que je dérivais. Cette prise de conscience a renforcé ma détermination. Il ne s'agissait pas de vengeance, mais de survie. 2 événements sont venus aligner les planètes pour ma liberté. D'abord, j'ai eu une grosse promotion avec une belle augmentation et plus de déplacements. Je n'en ai pas parlé à Camille malgré ses tentatives de renouer le dialogue. Ensuite, grâce à mon réseau, j'ai appris que l'entreprise de Camille préparait de gros licenciements suite à une fusion. Son service allait être touché. Ce n'était pas illégal, juste le genre d'information qui circule entre cadres à Lyon. Le timing était parfait. Depuis des mois, j'avais appris que la boîte de Camille préparait ses licenciements. J'avais même aidé la compagne d'un collègue à se faire embaucher ailleurs, sachant qu'il leur faudrait le profil exact de Camille. J'aurais pu faire pareil pour elle d'un simple coup de fil, mais je ne l'ai pas fait. J'ai accéléré mon plan de sortie. J'ai consulté un avocat discrètement payé en liquide depuis mon compte séparé. J'ai appris comment me protéger financièrement dans un divorce. J'ai documenté la déclaration de Camille sur la fin de notre intimité. Son comportement, ensuite, tout ce qui pouvait servir à mon dossier. J'ai aussi découvert qu'elle me dénigrait auprès de ses amis et de sa famille, se posant en victime du patriarcat, oubliant de préciser qu'elle avait changé unilatéralement les règles de notre couple. Ça a scellé ma décision. Il fallait que ma fuite soit totale décisive. 2 semaines plus tard, la boîte de Camille a annoncé les licenciements. Elle laisse rentrer visiblement secouée. Mon service risque de sauter le mois prochain, a-t-elle dit, attendant visiblement de la compassion. Je suis vraiment inquiète. C'est dur, ai-je répondu poli, mais détaché. Tu vas t'en sortir? Les licenciements sont arrivés plus vite que prévu. Le vendredi suivant, Camille est rentrée en larmes. J'ai perdu mon boulot, sanglotait-elle. Ils ont supprimé tout le service. Je suis désolé, ai-je dit, gardant une expression neutre. Quel est ton plan? Elle avait l'air choquée. Mon plan. Je viens de perdre mon boulot. J'ai besoin de temps pour encaisser. Bien sûr, ai-je répondu. Prendre le temps qu'il te faut, mais nos factures ne s'arrêtent pas. Dis-moi juste, comment tu comptes continuer à payer ta part? Sa mâchoire est tombée. Tu es sérieux? Je traverse une crise et tu me parles de factures? J'ai haussé les épaules. Je suis juste pratique. On partage tout, non? Ça a toujours été ta position. Le lendemain matin, j'ai fait mon move. Pendant que Camille était sous la douche, j'ai transféré tout l'argent du compte commun sur mon compte perso, laissant juste de quoi éviter un découvert. J'ai préparé un sac avec l'essentiel. Quand elle est sortie, je l'attendais au salon avec les papiers du divorce. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle demandé, les yeux sur les documents. Les papiers du divorce, ai-je répondu calmement. J'ai compris que je méritais mieux qu'un mariage à sens unique avec quelqu'un qui change les règles sans discussion ni compromis. Son visage a tout traversé choc, colère, incrédulité. Tu ne peux pas être sérieux juste parce que je ne veux plus coucher avec toi. Ce n'est pas ça. C'est une question de respect et de réciprocité. Tu as fait un choix qui nous affecte tous les deux, tu l'as posé comme non négociable et tu t'attendais à ce que je l'accepte sans broncher. Ce n'est pas un couple. Elle a ricané. Tu pars avec ta petite collègue, hein? Tellement prévisible. Ça n'a rien à voir avec Chloé ou qui que ce soit. C'est entre toi et moi et l'accord brisé entre nous. D'ailleurs, j'ai déplacé nos fonds communs sur un compte auquel tu n'auras accès qu'après le règlement. Son visage est devenu livide. Tu as fait quoi? Tu n'as pas le droit. Je viens de perdre mon travail. Comment je fais pour payer? Ce n'est pas mon problème, ai-je répondu, reprenant son ton froid de la rupture.
Tu aurais dû y penser avant de prendre des décisions unilatérales. C'est de la violence financière, a-t-elle crié les larmes aux yeux. J'ai besoin de cet argent pour vivre. Non, ce sont des conséquences. Et d'ailleurs, l'échéance du crédit arrive. J'ai calculé ta part, c'est noté dans les documents. Je compte sur ton virement à temps. Elle a commencé à paniquer visiblement. S'il te plaît, tu ne peux pas faire ça. Je n'ai plus de revenus. Il me faut du temps. Tu aurais dû y réfléchir avant de décréter « pas ce soir, ni aucun autre soir » et de me traiter comme un accessoire. Tu voulais l'indépendance face au patriarcat, félicitations. Tu l'as. L'indépendance financière aussi. La semaine suivante, le discours féministe de Camille a disparu remplacé par des supplications, des tentatives de négociation. Elle a proposé une thérapie, suggéré de reconsidérer l'intimité tentée, même la séduction une nuit, j'ai refusé fermement. Mon avocat m'avait conseillé de ne pas quitter la maison tout de suite, alors on a continué à cohabiter dans une tension croissante. Ses amis m'ont appelé me reprochant mon manque de soutien à ma femme. Je les ai bloqués un par un. Ses parents ont proposé une réunion de famille. J'ai décliné fermement. Votre fille a fait son choix il y a des mois, ai-je dit à son père. Je fais le mien maintenant. 2 semaines de bras de fer. Camille était à bout. Plus de boulot, pas d'accès à l'épargne, les factures s'accumulaient. De ma binte. Un soir, elle est venue me voir effondrée. « S'il te plaît, sanglotait-elle. J'ai besoin d'aide. Je n'y arriverai pas seule. » Intéressant, ai-je répondu froidement. N'est-ce que pas toi qui disais que les femmes n'ont pas besoin des hommes? Que le mariage n'est qu'un concept patriarcal, que l'intimité physique était à ta seule décision. Je me suis trompé, a-t-elle murmuré. Je me suis laissé emporter sans réfléchir aux conséquences. S'il te plaît, je ferai n'importe quoi. On peut aller en thérapie, reconstruire ce que tu veux. Le problème, Camille, c'est que je ne veux plus. Tu m'as montré qui tu es, quelqu'un qui voit la relation comme une transaction qui prend ce qu'elle veut et jette le reste. Maintenant que tu as besoin de moi, tu es prête à tout reconsidérer. Ce n'est pas de l'amour juste, de l'opportunisme. Je me suis levé, pris mes clés. Je pars demain. Les papiers sont prêts. Si tu contestes, je suis prêt pour un procès qui épuisera tes derniers moyens. Si tu signes, je ferai un versement unique pour t'aider à repartir. Tu avais prévu ça depuis le début, a-t-elle compris la voix vide. Depuis que j'ai dit ces mots, tu préparais ta sortie? Non, ai-je corrigé? J'ai prévu ça le jour où j'ai compris que tu me voyais comme jetable. Tu m'as appris la valeur de l'estime de soi, Camille. Pour ça, je devrais presque te remercier. Je suis parti le lendemain dans un appartement que j'avais trouvé en secret. Camille a signé le divorce sans broncher, recevant son chèque comme promis. J'ai appris par des amis communs qu'elle est retournée chez ses parents à Toulouse. Le féminisme mis de côté pour des raisons pratiques. De mon côté, j'ai continué à construire ma nouvelle vie. Avancer dans ma carrière, développer ma passion de la photo, prendre soin de moi. Et oui, commencer une vraie relation avec Chloé qui m'a montré ce qu'est un vrai partenariat. 6 mois après la fin officielle, ma première exposition photo ouvrait ses portes à Lyon. Parmi les images, un lever de soleil sur la montagne lors de ce séminaire. Le matin où j'ai compris que je méritais mieux. La plus grande revanche, ce n'était pas de prendre l'argent de Camille, ni même sa dignité. C'était de devenir l'homme que j'aurais toujours dû être, sûr de lui autonome et décidé à n'accepter qu'une vraie relation réciproque. En voulant me rabaisser, elle m'a libéré. Parfois, Camille essaie encore de me contacter, surtout quand elle a des soucis d'argent. Je reste bref et professionnel, le temps de finir les démarches légales, mais sinon, j'ai tourné la page. Nos amis communs ont fini par connaître toute l'histoire et la plupart ont compris mon choix, même s'ils trouvent que j'ai été dur. Mais les conséquences, ce n'est ni dur ni doux. C'est juste inévitable. Camille a voulu détruire les fondations de notre mariage tout en pensant garder la façade. Quand tout s'est effondré, elle n'a fait que vivre la suite logique de ses propres choix. Cette expérience m'a appris que se respecter, ce n'est pas être égoïste. C'est indispensable. Et parfois, la meilleure réponse à quelqu'un qui te traite comme remplaçable, c'est d'être d'accord avec lui et de partir. Pas dans la colère ou l'amertume, mais avec la certitude tranquille de mériter mieux que ce qu'on t'offre. Si tu te reconnais dans mon histoire, sache que tu as le choix. Tu n'es pas obligé d'accepter qu'on change les règles dans ton dos. Tu n'as pas à t'effacer pour le confort de l'autre. Et surtout,
Tu n'as pas besoin d'attendre la permission pour construire la vie qui te rend heureux. La personne qui change les règles sans ton avis te montre combien ta voix compte dans la relation. Écoute ce qu'elle dit vraiment pas seulement avec des mots, mais avec ses actes.